Au début de l'année 1988, dans les bureaux de la direction des championnats de course, fut validée une idée qui ressemble au résultat d'une dispute entre ingénieurs ayant bu du liquide de frein à la place de leur expresso matinal. Ils décidèrent de prendre une berline familiale à traction avant ordinaire destinée au cadre moyen, de la vider jusqu'à l'état d'une simple bouteille en plastique et d'étirer cette fine coque en Kevlar sur un châssis composite ultra léger issu d'une monoplace de course. Pour couronner cette schizophrénie constructive, il était prévu d'y intégrer un moteur atmosphérique 10 cylindres capable de monter jusqu'à 13 300 tours par minute. Le plus fou dans cette décision bureaucratique, c'est que les Italiens ont effectivement construit cet engin, l'ont amené sur la piste et ont aisément surpassé en vitesse les véritables voitures du plus haut niveau de course de l'époque. Pour mesurer toute la profondeur de ce sarcasme d'ingénieur, il faut regarder la matière d'origine. Vers 1978, la marque jadis prestigieuse Alfa Romeo représentait un trou noir financier qui absorbait les subventions de l'État italien plus vite que la corrosion ne rongeait les planchers de ses voitures. Il n'y avait physiquement aucun argent pour développer une nouvelle berline haut de gamme. Faute d'issue, les Italiens durent entrer dans une humiliante kolkhoz corporative baptisée Projet Tipo Quattro. C'était un accord de plateforme commune dans lequel Alfa Romeo, le groupe Fiat, Lancia et le constructeur suédois Saab s'étaient entendus pour produire leur grande berline à partir des mêmes morceaux de tôle. Il en résulta la berline de série Alfa Romeo 164, un engin à traction avant doté d'une carrosserie autoporteuse en acier et de jambes McPherson tout autour, dans lequel on trouvait autant de sang de course que dans une baignoire en fonte. La vie du propriétaire de la version routière haut de gamme, équipée du 6 cylindres 3 litres, était remplie de souffrances. Les ingénieurs avaient logé près de 200 chevaux sur l'essieu avant sans aucune électronique de sécurité. Il en résultait un survirage très puissant. À l'accélération franche, le couple arrachait le volant des mains du conducteur et l'essieu avant cherchait frénétiquement à entraîner la voiture dans le fossé le plus proche. Le confort dans l'habitacle était assuré par la malédiction de la climatisation. Les fournisseurs allemands avaient doté le système de volée de pignons en plastique entraînés par moteur pas à pas. Sous la simple chaleur estivale, le plastique bon marché se fendait, les dents s'usaient et le chauffage restait bloqué à fond en position maximum. Pour changer ce pignon de dessous, les mécaniciens devaient entièrement démonter la planche de bord de l'habitacle, ce qui prenait entre 10 et 15 heures de travail au burin et au juron. L'unification de la carrosserie alla jusqu'au point où le pare-brise, les carcasses de porte et une partie du toit de la voiture italienne furent tout simplement prélevés sur la Saab 9000 suédoise. Si l'on retirait les portes de cette icône de style italienne, les joints de porte du coffre suédois s'y adapteraient parfaitement. Le mérite du designer Enrico Fumia se résumait à avoir, par de subtils emboutissages sur les flancs, réussi à masquer cet inceste scandinavo-italien. Pendant ce temps, dans un autre service de l'entreprise, soigneusement isolé de la morne réalité de la conception des berlines familiales, le motoriste en chef Pino D'Agostino créait un miracle technique. Vers 1985, il avait conçu le premier moteur atmosphérique moderne à 10 cylindres avec un angle de banc de 72 degrés. C'était un chef-d'œuvre de pensée mécanique de 3,5 litres de cylindrée développant 620 chevaux. Le moteur était destiné à l'équipe française Ligier en championnat du monde de Formule 1. Alfa Romeo avait pris de l'avance sur ses concurrents en créant l'agrégat idéal pour le plus haut niveau du sport automobile. Mais à l'automne 1986, le gouvernement italien, las de payer définitivement les dettes d'Alfa, vendit la société au groupe Fiat. Ce rachat se transforma en catastrophe pour les motoristes. Le patron de Fiat, Giovanni Agnelli, avait déjà son jouet favori en Formule 1, et ce jouet s'appelait Ferrari. Le groupe n'avait absolument pas besoin d'une concurrence interne où une marque achetée à bas prix aurait pu dominer sur la piste leur principale fierté. Au début de 1987, la direction de Fiat rompit sans pitié le contrat avec l'équipe Ligier.
Le génial moteur 10 cylindres, dans lequel avaient été engloutis des millions de livres et des années de nuits blanches, fut condamné à moisir sur une étagère poussiéreuse en entrepôt. Le moteur fut strictement interdit d'utilisation dans toute compétition majeure afin qu'il ne jette pas d'ombre sur les voitures rouges de Maranello. Les ingénieurs d'Alfa Romeo restèrent avec le meilleur moteur du monde qu'on leur interdisait d'installer où que ce soit, et avec une nouvelle berline composée à moitié de pièces de Saab. C'est précisément à ce moment de désespoir corporatif que survint sur la scène le propriétaire de l'équipe de course britannique Brabham et président de l'association des constructeurs Bernie Ecclestone. En 1988, il imagina une nouvelle catégorie de course baptisée Procar. L'idée consistait à créer des prototypes de type silhouette. De l'extérieur, les voitures devaient avoir une apparence absolument identique à celle des automobiles de série ordinaires issues du centre de vente. Mais sous la fausse carrosserie se cacheraient les technologies complètes de Formule 1. Pour les motoristes d'Alfa Romeo, c'était la seule chance légale de sortir leur enfant de l'entrepôt et de montrer au patron de Fiat leur erreur fatale. Ils s'accrochèrent à ce projet à bras-le-corps, décidant de cacher le moteur de course interdit à l'intérieur de la carrosserie de ce même sedan civil 164. Au milieu de 1988, l'écurie de course britannique Brabham reçut des renégats italiens la commande de construire la structure portante de ce Frankenstein. Le projet, qui reçut l'indice interne BT57, représentait l'apothéose absolue du cynisme d'ingénieur. Les Britanniques ne cherchèrent pas à améliorer la carrosserie en acier malléable de la voiture de série, car en fer à projectiles de course était aussi réaliste qu'apprendre à une masse à nager le papillon. À la place, ils créèrent de zéro un monocoque central en aluminium alvéolaire, en fibre de carbone et en Kevlar. À cette capsule ultra rigide furent boulonnés des berceaux pour fixer les organes, en ignorant totalement la disposition d'origine. Si le sedan routier traînait son poids par les roues avant motrices, ici ce fut l'essieu arrière qui devint moteur. La suspension Macpherson, qui sur la voiture civile s'accroupissait à chaque virage, fut jetée à la ferraille. Sa place fut prise par une architecture de course sans compromis, à double triangle avec biellette, rigidement liée au châssis en carbone. Au centre de ce chariot composite, les Italiens descendirent avec précaution leur chef-d'œuvre interdit par la direction. Le moteur atmosphérique à 10 cylindres de 3,5 litres de cylindrée prit place juste derrière le dos du pilote, transformant la construction en un projectile à moteur central. Le moteur, portant la référence d'usine V1035, constituait un terrorisme technologique pour son époque. L'angle de la culasse était de 72 degrés. À 13 300 tours par minute, cet ensemble délivrait 620 chevaux. Pour digérer une telle puissance excessive, les mécaniciens durent concevoir à nouveau la boîte de vitesse en la plaçant longitudinalement derrière l'essieu arrière. Les radiateurs de refroidissement furent dispersés sur les flancs, tandis que les tubes d'échappement furent sortis par l'arrière de la structure, transformant la queue en une zone de températures extrêmes. Mais la décision la plus sarcastique se cachait dans la carrosserie. Selon le règlement de la série Procar, l'automobile devait avoir exactement l'apparence d'une berline de série sortie du showroom. Les ingénieurs abordèrent cette tâche avec la rectitude d'un bûcheron. Ils prirent une Alfa Romeo 164 de série, en relevèrent les mesures exactes et moulèrent sur ses matrices une coque en Nomex, fibre de carbone et Kevlar. Le résultat donnait l'impression qu'on avait enfilé un costume de carnaval bon marché sur une monoplace de course. Extérieurement, c'était une copie à 100% de la berline italienne de classe affaires, jusqu'à la calandre d'origine et aux poignées de porte. Mais les poignées étaient totalement factices, tout comme les portes elles-mêmes. Toute la partie centrale de la carrosserie, y compris le toit, les montants et les flancs, formait une seule pièce monobloc pesant une vingtaine de kilogrammes. Pour installer le pilote à l'intérieur ou accéder aux bougies d'allumage, il ne fallait ni ouvrir une porte ni un capot, mais démonter entièrement la section centrale du châssis. 2 mécaniciens déverrouillaient les fermetures cachées et soulevaient littéralement la moitié de la voiture. Sous cette illusion composite ultra légère se cachait l'habitacle nu,
en carbone. Il n'y avait ni climatisation capricieuse aux pignons en plastique cassant, ni siège en velours luxueux. On y trouvait seulement un siège baquet en carbone, violemment décalé vers le centre du châssis pour obtenir un équilibrage parfait, un tableau de bord spartiate et un volant. Le pilote était assis pratiquement au ras du sol, fermement maintenu entre le monstre 10 cylindres incandescent à l'arrière et le bloc de pédale raide à l'avant. La lutte maniaque contre le poids superflu aboutit à des chiffres effrayants sur la balance. Si la berline de série à traction avant pesait 1330 kg à sec, le prototype composite ne pesait que 750 kg. Le rapport puissance-poids devint si radical que les lois de la physique commencèrent à jouer contre le bon sens. Pour chaque tonne, on disposait de plus de 800 chevaux. Avec de telles données extrêmes, l'accélération de 0 à 100 km à l'heure s'effectuait en environ 2 secondes et 1/10. C'était une bombe à retardement soigneusement emballée dans l'enveloppe d'une voiture familiale. Le système de freinage du prototype n'avait lui non plus rien à voir avec les mécanismes civils. Sur la voiture de série, on trouvait de lourds disques en fonte qui fumaient désespérément et capitulaient après quelques freinages violents sur circuit. Sur le prototype, les techniciens montèrent des disques ventilés carbone céramique avec des étriers multipistons usinés dans un bloc d'aluminium monobloc. Ces freins de course exigeaient un échauffement impitoyable, jusqu'à plusieurs centaines de degrés. Sur les disques froids, la force de freinage n'existait tout simplement pas, et l'appui sur la pédale ne provoquait qu'un tremblement panique dans les jambes du pilote. Les roues consistaient en des jantes magnésium ultra légères, chaussées de slicks extra larges de la marque Michelin, qui tenaient à peine dans les arches élargies de la carrosserie en Kevlar. Pour que les roues ne déchirent pas les faux ailes sur les irrégularités, la course de suspension fut réduite à des valeurs millimétriques. L'automobile réagissait au moindre défaut de l'asphalte avec une telle rudesse que les vibrations continues menaçaient de délaminer les panneaux de carrosserie en plein roulage. Le système d'échappement fut conçu en ignorant totalement les normes environnementales. Les collecteurs à longueurs égales s'entrecroisaient en un nœud complexe derrière le tablier moteur, débouchant sur des tubes droits sans la moindre trace de silencieux. Le son agressait physiquement les tympans des personnes présentes, générant un hurlement métallique haute fréquence typique de l'époque de la Formule 1. Le faisceau électrique de course était posé à découvert directement sur le monocoque carbone, formant d'épais taurons de câbles aéronautiques protégés par une gaine téflon ignifugée. Le système d'alimentation comprenait un réservoir de course sécurisé, densément rempli d'une éponge poreuse spéciale destinée à empêcher le ballottement du carburant dans les virages rapides prolongés. Au terme de cette collaboration britanno-italienne, on obtenait un projectile sans compromis, dans lequel l'esthétique de la construction automobile civile n'était qu'une coquille incroyablement fine et fragile. Il ne restait plus qu'à prouver à la direction que ce monstre assemblé dans le hangar était capable de rouler plus vite que les véritables monoplaces de Formule 1. Le 9 septembre 1988, le moment de vérité arriva. Dans le cadre du week-end du Grand Prix d'Italie sur le circuit rapide de Monza, eut lieu une démonstration qui entra dans l'histoire comme la plus coûteuse et la plus absurde preuve de supériorité des ingénieurs sur les comptables. Les Italiens amenèrent leur prototype en Kevlar directement dans la tanière de la Formule 1. Pour le rôle de pilote d'essai de cet engin, les concepteurs firent appel à Riccardo Patrese, pilote en titre du championnat du monde. Lorsque les mécaniciens firent rouler la berline rouge jusqu'à la pit lane, les spectateurs sur les tribunes y virent un simple échauffement amusant avant la vraie course. L'illusion visuelle fonctionnait parfaitement. À 10 mètres de distance, la voiture ressemblait à une simple berline de représentation, celle qu'un directeur d'usine aurait prise pour venir vérifier le travail de ses subordonnés. Mais l'illusion se dissipa à la seconde où les mécaniciens s'approchèrent de la carrosserie, déverrouillèrent les fixations cachées et retirèrent purement et simplement toute la moitié supérieure de la berline pour la porter à l'écart. La foule découvrit le monocoque nu en carbone,
les bras de suspension de type push-rod qui dépassaient et l'énorme moteur 10 cylindres hérissé de trompettes d'admission. Patrese se glissa dans l'habitacle exigu, placé strictement au centre du châssis. L'ergonomie du poste de conduite évoquait davantage une capsule de torture qu'un salon de classe affaires. Juste derrière sa nuque, à quelques centimètres de l'occiput, se trouvait le moteur incandescent, prêt à déverser 620 chevaux sur les slicks arrière. Lorsque les mécaniciens lancèrent le moteur, le hurlement métallique haute fréquence fendit l'air au-dessus du circuit. Ce n'était pas le grondement sourd des coupés sportifs. Le son de l'agrégat atmosphérique montant à 13 300 tours par minute frappait physiquement les tympans et faisait vibrer les barrières en béton de la pit lane. Patrese enfonça la pédale d'embrayage raide, engagea la première dans la boîte séquentielle et fit sortir ce symbiose du châssis britannique et du moteur italien sur l'asphalte. Ce qui se produisit ensuite constitua la plus grande humiliation technique infligée aux constructeurs de Formule 1 de cette saison. Dès que les pneus Michelin eurent atteint leur température de fonctionnement, le pilote écrasa la pédale de gaz. La voiture, dotée de l'aérodynamique d'une boîte à chaussures, fut catapultée vers l'avant avec la brutalité d'un obus d'artillerie. L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectua en environ 2 secondes et 1/10, provoquant une brève altération de la vision due aux forces G. Mais le plus terrifiant commença sur les longues lignes droites du circuit de Monza. Une monoplace de course possède habituellement des roues découvertes et un système d'ailerons complexe qui génère une résistance aérodynamique colossale en échange d'une forte charge aérodynamique. Le prototype silhouette d'Alfa Romeo était dépourvu de grands spoilers. Sa carrosserie lisse en Kevlar, copiant aveuglément les formes de la berline civile, fendait l'air avec une efficacité effrayante. L'absence de roues tournantes découvertes réduisait radicalement la traînée aérodynamique. Sur la ligne de départ, Patrese poussa cette fausse berline jusqu'à 340 km/h. Ce chiffre fut une gifle pour tous les responsables d'écurie présents. La vitesse de 340 km/h s'avéra supérieure de 10 et parfois même de 15 km/h à la vitesse maximale des véritables monoplaces de Formule 1 de ce week-end. La voiture familiale pour les courses au supermarché dépassa sur la ligne droite le sommet absolu de l'ingénierie du sport automobile. Cependant, Riccardo Patrese lui-même reconnut plus tard aux journalistes que ce fut l'expérience la plus effrayante de sa carrière. À des vitesses supérieures à 300 km/h, l'aérodynamique de la carrosserie civile commençait à travailler contre le pilote. La portance cherchait à arracher le léger nez en Kevlar de l'asphalte. La voiture commençait à chasser sur sa trajectoire, exigeant un travail d'orfèvre au volant pour la maintenir dans les limites de la piste. Le freinage en fin de ligne droite avant la chicane se transformait en une loterie. Les disques carbone céramique s'incandescenciaient jusqu'au rouge vif, cherchant à arrêter le morceau de plastique volant qui s'obstinait à ne pas vouloir s'accrocher à l'air en raison de l'absence d'un empennage développé. Le moteur 10 cylindres, initialement conçu pour être installé sur un châssis ouvert, étouffait à l'intérieur de l'espace clos de la coque en Kevlar. Les ingénieurs découpèrent dans la fausse carrosserie des ouvertures de ventilation supplémentaires et installèrent d'énormes radiateurs sur les flancs. Mais l'évacuation de la chaleur restait catastrophique. Les collecteurs d'échappement, s'incandescent jusqu'à l'éclat blanc, se trouvaient dans un volume clos. La température dans le compartiment moteur augmentait rapidement, menaçant de faire fondre les panneaux composites et de griller le dos du pilote à travers la cloison en Nomex. Le circuit de refroidissement semi-ouvert conduisait à ce qu'à la moindre hésitation dans les stands, le liquide de refroidissement bouillait, jaillissant directement sur l'asphalte de la pit lane. La boîte de vitesse devint elle aussi victime des compromis. Les techniciens durent utiliser une transmission longitudinale à enclenchement direct qui n'avait pas été calculée pour une masse de 750 kg. Les pignons, conçus pour fonctionner avec les châssis de Formule 1 les plus légers, subissaient des charges de choc colossales. Chaque changement de vitesse s'accompagnait d'un coup métallique qui résonnait en écho dans le monocoque carbone.
La durée de vie de l'embrayage se comptait en quelques démarrages depuis l'arrêt, après quoi le paquet multidisque se transformait en miettes inutilisables. La réparation de ce système ressemblait à une tentative d'assembler un mécanisme d'horlogerie avec une masse. Les mécaniciens devaient démonter la suspension arrière et suspendre le moteur sur des palans simplement pour accéder au carter d'embrayage. Le triomphe de la pensée ingénieuse se révéla assourdissant, mais ses conséquences devinrent la marche funèbre pour l'ensemble du projet. Bernie Ecclestone comptait sur le fait que la vue de la berline volante inciterait les autres constructeurs à ouvrir leur carnet de chèques et à rejoindre le championnat Procar. Mais les patrons des groupes automobiles savaient compter l'argent. Ils regardèrent les coûts des Italiens et comprirent que la construction d'un seul de ces prototypes revenait à des dizaines de millions de dollars. Personne, en pleine possession de ces moyens, ne voulait dépenser des budgets de programme spatial pour créer des voitures uniques qui, extérieurement, ne se distinguaient pas d'un taxi. Les concurrents refusèrent purement et simplement de participer à ce hachoir financier. L'idée brillante s'effondra avant même le début de la première saison. Alfa Romeo resta seul avec la berline la plus rapide du monde, pour laquelle aucune course n'existait. D'énormes budgets partirent en fumée dans les pots d'échappement au cours d'un seul essai démonstratif en Italie. La direction du groupe Fiat observa cette folie avec rage. La voiture, construite sur des organes communs avec la morne Fiat Chroma, s'était révélée plus rapide que les étalons de Maranello. C'était un suicide politique. Dans les coulisses, il fut décidé de mettre fin immédiatement au financement. Le projet fut étouffé par peur de la concurrence au sein du groupe et le seul exemplaire roulant partit prendre la poussière au musée d'Arese. Le seul prototype fonctionnel fut coupé, nettoyé des traces de gomme brûlée et enfermé à jamais dans le musée d'usine Alfa Romeo de la ville d'Arese. Ironiquement, tandis que ce chef-d'œuvre des technologies composites se tenait sous les projecteurs du musée, les vrais acheteurs de la modèle de série 164 menaient un combat inégal contre la qualité de fabrication italienne dans les rues des villes européennes. Les propriétaires des voitures civiles affrontaient des seuils qui rouillaient, des cartes de porte qui se décrochaient et une électricité de la firme allemande Bosch qui vivait sa propre vie. Les courants de fuite déchargeaient les batteries en quelques nuits, laissant les cadres moyens grelotter sur les parkings avec les portes bloquées. L'installation de climatisation était considérée comme la malédiction principale de cette plateforme commune. Les pignons en plastique bon marché des moteurs, pas à pas éclataient en deux sous l'effet des variations de température, forçant les volets à se bloquer, ce qui obligeait le propriétaire à supporter un flux maximal d'air brûlant en plein juillet. Les propriétaires des versions civiles 3 litres haut de gamme continuaient à rattraper le volant qui leur échappait à chaque accélération franche en raison de l'absence de blocage de différentiel sur l'essieu avant, tout en usant leur pneumatique avant jusqu'à la corde en à peine 10 000 km. Les mécaniciens de service maudissaient les concepteurs chaque fois qu'ils devaient changer la courroie de distribution sur le moteur monté transversalement. Dla этой процедуры требовалось разобрать половину подкапотного пространства, снять правое переднее колесо и использовать специальные фиксирующие кондукторы, которые дилеры постоянно теряли. А в это самое время лучший в мире атмосферный 10-цилиндровый двигатель, созданный гением Пино d'Agostino, пылился в стерильном складском помещении. Руководство концерна Fiat официально запретило использовать его под маркой Alfa Romeo, но корпоративные бухгалтеры просто не могли позволить себе списать в утиль миллионы потраченных лир. История распорядилась этим наследием с цинизмом профессиональных мародеров. Мотор с заводским индексом FI 1035 был извлечен из небытия, тайно переправлен в цеха Феррари и разобран на атомы инженерами из Маранелло. Его базовая архитектура, идеальный угол развала блока цилиндров в 72 градуса и передовые принципы проектирования головки блока легли в основу совершенно нового силового агрегата. Спустя несколько лет этот украденный инженерный базис будет тайно использован для создания двигателя дорожного суперкара Ferrari F50. Гордость конструкторов Альфа-Ромео,
лишили родного имени, переделали под нужный формат, покрасили клапанные крышки в фирменный красный цвет и прилепили сверху логотип горцующего жеребца. Это было невероятное оскорбление в истории итальянского автомобилестроения. Марка, создавшая технологический шедевр, была насильно низведена до статуса производителя переднеприводных седанов из общих деталей от Сааба, а сливки с их многолетних трудов собрали конкуренты, сидевшие в соседнем кабинете совета директоров концерна Fiat. С чисто технической точки зрения проект ProCar был обречен на провал с самого начала, даже если бы другие автопроизводители согласились в нем участвовать. Инженеры попытались обмануть аэродинамику, но законы физики невозможно обойти с помощью тонкого углеволокна. Кузов серийной модели 164 представлял собой летящий кирпич. На скоростях далеко за 300 км в час плоская форма багажника создавала за кормой зону колоссального разрежения. Эта зона работала как промышленный вакуумный насос, который засасывал выхлопные газы от 10-цилиндрового мотора прямо в щели фальшивых кузовных панелей. Если бы чемпионат действительно стартовал и гонки длились больше 20 минут, пилоты бы регулярно теряли сознание от отравления угарным газом прямо в тесном кокпите на жестких торможениях. Охлаждение тормозных механизмов вообще отсутствовало, как рабочий класс. Dans la voiture civile, l'air entrant ne devait pas balayer les moyeux avec l'intensité d'un ouragan. Mais pour les disques carbone céramique surchauffés de la version course, l'absence de conduit d'air massif signifie une surchauffe immédiate et une perte d'efficacité. Pour sauver tant bien que mal les freins du prototype pendant l'essai à Monza, les mécaniciens durent découper sauvagement des morceaux de Kevlar coûteux dans la partie inférieure du pare-choc avant, ruinant définitivement l'apparence authentique de la voiture. Même le train roulant souffrait d'une incompatibilité totale des concepts. La suspension de course à biellette était conçue pour l'asphalte parfaitement plat des autodromes et des débattements minimaux des amortisseurs. Mais les slicks extra larges de Michelin, coincés dans les passages de roues d'origine de la berline italienne, frottaient à chaque compression sérieuse de la suspension contre la face interne de la carrosserie en Kevlar. À l'intérieur des arches s'accumulaient des morceaux de gomme fondue qui, à vive allure, agissaient comme du shrapnel, perforant les parois composites et endommageant les faisceaux du câblage électrique de course. Le système d'échappement surchauffait tellement l'essieu arrière que la température de l'huile de transmission dans la boîte longitudinale dépassait toutes les limites admissibles après seulement 5 tours en mode course. Les pignons commençaient à s'émietter par manque de lubrification. La construction exigeait l'installation d'énormes radiateurs d'huile supplémentaires, mais il n'y avait physiquement aucun endroit où les placer sans altérer la silhouette lisse de la berline de série. Les Italiens avaient construit un projectile de course impeccable qui s'auto-détruisait méthodiquement à cause de sa propre carrosserie factice. L'absurdité de la situation résidait dans le fait que des ingénieurs talentueux avaient consacré des milliers d'heures hommes non pas à améliorer les performances dynamiques de la voiture, mais à des tentatives désespérées de faire ressembler un prototype sans compromis à une banale berline destinée au trajet de réunion. Au final, le monde reçut la plus rapide, la plus coûteuse et la plus inutile des contrefaçons de l'histoire du sport automobile, prouvant une seule chose: on peut bien mettre une peau de mouton sur un loup, celui-ci finira quand même par y étouffer de surchauffe. En définitive, la berline de série Alfa Romeo 164 accomplit la seule tâche pour laquelle le groupe Fiat avait lancé cette humiliante aventure de badge engineering. En 11 ans de production, les Italiens parvinrent à fabriquer 273 857 exemplaires. Ces berlines à traction avant sauvèrent effectivement la marque du gouffre financier le plus profond, apportant aux comptables du groupe le profit à court terme tant attendu. Mais la rançon de ce succès commercial se révéla fatale pour l'héritage technique et la réputation. Dès que les voitures quittaient les showrooms et tombaient entre les mains de second ou troisième propriétaires, commençait le processus de leur décomposition rapide.
La tôle de carrosserie, malgré les serments des concessionnaires sur une galvanisation partielle des panneaux, cédait sous l'assaut de l'humidité et des fondants routiers après 5 ou 6 hivers. La corrosion détruisait méthodiquement les éléments structuraux du plancher, les coupelles de fixation des amortisseurs arrière et les bordures inférieures des portes. La suspension arrière complexe des versions 6 cylindres lourdes exigeait un remplacement régulier des cylindres en bloc que les mécaniciens devaient extraire à l'aide d'un chalumeau et d'une lourde masse. Les faisceaux électriques se desséchaient sous l'effet des variations de température. L'isolation bon marché se fissurait et les voitures étaient régulièrement immobilisées par un banal court-circuit dans le boîtier de relais, désespérément dissimulé en profondeur sous la planche de bord. Le marché de l'occasion digéra rapidement ces automobiles, faisant chuter leur valeur résiduelle au prix d'un jeu de pneus usés. La grande marque se transforma définitivement en producteur de biens de consommation jetables, qu'il valait moins cher de mettre à la presse pour la ferraille que de tenter de financer la réparation d'un compresseur de climatisation grippé ou d'une crémaillère de direction qui fuyait. Face à cette putréfaction généralisée des voitures de grande série, l'unique prototype composite Procar rescapé apparaît comme un reproche monolithique lancé à toute l'industrie automobile contemporaine. Cette coque en Kevlar tendue sur le châssis britannique Brabham BT57 est devenue la dernière preuve matérielle que, à l'intérieur de l'entreprise, travaillaient autrefois des fanatiques du métal et non des marketeurs munis de tableaux de dépenses. Les ingénieurs du département sport automobile comprenaient parfaitement que les dirigeants de Fiat détruisaient méthodiquement le programme de course de la marque en la réduisant à des championnats de tourisme locaux disputés sur des hatchbacks à traction avant. Le projet de prototype Silhouette n'était nullement une tentative de créer une nouvelle série de courses prometteuses, comme Bernie Ecclestone tentait de le faire croire au public. Pour les motoristes italiens, il s'agissait d'un acte de pur sabotage corporatif. Ils utilisèrent le règlement technique comme prétexte pour sortir leur chef-d'œuvre atmosphérique V1035 de l'entrepôt et montrer au monde entier qu'ils étaient capables de concevoir des moteurs de niveau Formule 1. Ils prirent le dessin de carrosserie qui symbolisait la perte d'indépendance de la société et son unification avec Saab et en firent un cheval de Troie. Sous le masque d'un clone corporatif ennuyeux, ils avaient amené sur le circuit de course l'arme ultime à moteur central, capable d'atteindre 340 km/h sur la ligne droite. C'était une démonstration publique de force et en même temps le testament final du département course d'Arese. L'importance historique de cette voiture absurde réside précisément dans son inutilité pratique absolue. Il n'y avait pas une seule pièce qu'on aurait pu transférer sur la chaîne de montage pour le consommateur de masse. Les disques de frein en carbone ne pouvaient pas être vendus à un cadre achetant sa voiture à crédit pour se rendre au bureau. Le monocoque porteur en aluminium alvéolaire et Nomex ne pouvait pas être embouti par milliers sur une ligne de soudage automatisée. La transmission séquentielle, nécessitant une révision complète après 100 km d'utilisation en course, ne s'inscrivait pas dans la conception du service après-vente des concessionnaires. Mais c'est précisément cet éloignement total de la réalité qui fait de cette voiture une étape majeure de l'histoire. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles dépensent des dizaines de millions de dollars pour convaincre l'acheteur du caractère sportif d'un crossover électrique de 2 tonnes, simplement en ajoutant une surpiqûre rouge sur le volant et un son d'échappement synthétique diffusé par les haut-parleurs du système audio. En 1988, les ingénieurs ne s'adonnaient pas à une imitation bon marché. Ils prirent une véritable monoplace de course, la taillèrent à la meuleuse, la recouvrirent d'une imitation plastique d'une berline familiale et la firent rouler plus vite que tout le monde sur la planète. Ils n'imitèrent pas la vitesse, ils la créèrent dans les conditions les plus inadaptées qui soient, en ignorant totalement les questions de rentabilité financière, de sécurité et de simple bon sens. Ce monstre en Kevlar prouva que l'ingénierie du plus haut ordre pouvait exister en dépit des ordres directs de la direction. Pino D'Agostino et son équipe de motoristes avaient créé un moteur 10 cylindres en avance sur son temps
et quand on leur interdit de l'utiliser conformément à sa vocation, ils trouvèrent le moyen le plus dément de le faire hurler à 13 000 tours par minute sous les yeux de milliers de spectateurs. Que ce triomphe n'ait duré qu'un seul week-end et que la voiture soit ensuite restée figée pour toujours sur son socle de musée avec les réservoirs à sec, importe peu. Son existence raye d'un trait des centaines de communiqués de presse ennuyeux sur la synergie corporative et l'optimisation des coûts de production. C'est un concentré à 100% de la rage d'ingénieur, solidement emballé dans la carrosserie de l'automobile la plus ordinaire de son époque. Le loup en peau de mouton qui n'a jamais eu le temps de dévorer quiconque sur la piste lors de compétitions.